Bonjour et bienvenue à tous pour ce 5e numéro d'Actifs pour le futur, un magazine proposé par les équipes d'Ecofi Investissement et qui se propose de décrypter les enjeux économiques, mais aussi sociaux et environnementaux de notre société. Pour m'accompagner, j'accueille sur le plateau Pascale Bosson. Bonjour Pascale. Bonjour. Vous êtes conseillère en gestion de patrimoine et fondatrice de Bosson Conseil. Nous sommes également en compagnie de Pierre Valentin. Bonjour Pierre. Bonjour Fabrice. Vous êtes le président du directoire d'Ecofi Investissement. On accueillera tout à l'heure Cesare Vitali, le responsable de l'ISR d'Ecofi. Au programme, on démarre bien évidemment par l'édito. Ensuite, le buzz du mois. On va s'intéresser à la loi sur le devoir de vigilance, un an déjà. Le grand format portera sur la responsabilité sociale de l'entreprise. Et puis, dans le vrai-faux de l'ISR, on déconstruit une idée reçue. Les données de l'entreprise ne sont pas fiables. Actifs pour le futur, c'est parti. En matière de RSE, responsabilité sociale de l'entreprise, les entreprises n'en ont jamais fait autant. Et c'est tant mieux tant il y a urgence. 92% des cours d'eau de la planète sont aujourd'hui pollués, 58% d'espèces de vertébrés ont disparu depuis les années 70. Des chiffres flagrants qui doivent pousser à aller plus vite dans la démarche de responsabilisation sur les matières premières, mais aussi sur le plan social. Il reste maintenant aux entreprises à transformer l'essai et à continuer à mettre en œuvre un ensemble de pratiques dans le but de respecter les principes du développement durable, social, environnemental et économique. Si certaines jouent le jeu et de plus en plus, signe d'un réveil des consciences, d'autres, et non des moindres, s'en affranchissent totalement ou presque. Alors parmi les bons élèves, le groupe Danone s'est fixé des objectifs ambitieux tels que ne plus enfouir aucun déchet industriel d'ici à 2020, être neutre en émissions de carbone à horizon 2050 et prévoit de passer un tiers de sa production d'emballage plastique en emballage recyclé d'ici à 2025. Autre précurseur de politique RSE globale, le groupe Michelin s'est engagé dès 2002 via une première charte et ensuite évolué vers la mise en place d'une gouvernance pilotée par un comité RSE. En point de mire, les achats qui ont été très tôt impliqués dans une démarche responsable et durable. La démarche RSE est-elle adaptable aux nouvelles entreprises, notamment celles de l'économie numérique telles que les GAFA ? On constate que les entreprises du web ont pour l'instant peu mis en œuvre de stratégies sur la RSE, au contraire d'autres filières comme l'agroalimentaire, le BTP, le textile ou l'industrie automobile. Il est vrai que ces entreprises opèrent sur une nouvelle matière première, la donnée. Facebook, aujourd'hui empêtré dans le scandale Cambridge Analytica, en a fait les frais. La protection des données et de la vie privée doit maintenant faire partie de cette responsabilité sociale des entreprises. À l'instar de l'ancien monde économique, les entreprises numériques doivent rapidement se mettre à la page et prendre conscience de la responsabilité sur leur environnement immédiat. La RSE n'est plus un gadget, elle est aujourd'hui un outil de pilotage et de transformation de nos entreprises pour un avenir préservé. Ce mois-ci, on revient sur le devoir de vigilance, un an déjà, au début prévu sous forme de décret. C'est finalement sous la forme d'une loi que ce texte sur le devoir de vigilance a été adopté. Où en est-on aujourd'hui? On fait le point avec vous, Pierre Valentin. Tout d'abord, quelle est l'origine de cette loi? Alors on peut situer l'origine de cette loi il y a à peu près 5 ans, lorsqu'il y a eu ce fameux accident terrible, cette catastrophe au Bangladesh, où un immeuble qui s'appelait le Rana Plaza s'est effondré sur les gens qui y travaillaient, des salariés. Plus de 1000 salariés ont trouvé la mort. Et on s'est aperçu, à l'occasion de ce terrible accident, que beaucoup de multinationales faisaient travailler, sans forcément le savoir d'ailleurs, des salariés au Rana Plaza. Puisque c'était des sous-traitants de l'industrie textile pour la plupart qui travaillaient dans cet immeuble. Du coup, les entreprises doivent faire maintenant plus attention à la qualité de leurs sous-traitants. C'est le fameux devoir de vigilance. Voilà, c'est ça. Le devoir de vigilance demande aux entreprises de prendre toutes les mesures raisonnables pour prévenir les risques sociaux, les risques environnementaux, à la fois dans leur propre entreprise, dans leurs établissements, dans leurs filiales, mais aussi dans la chaîne d'approvisionnement, donc sous-traitants, fournisseurs. Alors en quoi est-ce important? Qu'est-ce que cela change pratiquement?
ça crée une obligation légale, et créer une obligation légale, ça veut dire qu'une action en justice est possible si on n'a pas pris les mesures raisonnables en matière de devoir de vigilance. On peut donc imaginer que les entreprises soient poursuivies du fait de la non-observation de la loi. Cette loi est donc une avancée? C'est une avancée en ce sens que la France est le premier pays à avoir mis en place une telle législation. C'est une loi assez précise, c'est-à-dire qu'elle demande à chaque entreprise d'élaborer un plan de vigilance. Ça veut dire une cartographie des risques, donc il faut faire vraiment la liste de tous les risques, y compris chez ses sous-traitants et chez ses fournisseurs. Et puis il faut aussi faire des mesures, et donc ça entraîne une obligation d'un certain nombre de contrôles dans l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement. La loi a déjà 1 an, alors en 12 mois, un peu plus, qu'est-ce qui a changé? Il est un peu tôt pour juger du changement, car les rapports annuels dans lesquels on verra comment est appliqué le devoir de vigilance sortent à peine. Toutefois, on observe que plus de 50% des entreprises, à peu près 70% des entreprises concernées, ont une politique d'achat responsable. Donc d'ores et déjà, il y a un mouvement vers le devoir de vigilance qui se fait à travers les achats responsables. C'est une loi française ou c'est une loi qui a une vocation plus générale et qui pourrait se répandre à l'international? Alors on aimerait bien qu'elle se répande à l'international, mais comme je l'ai dit, c'est une grande première et c'est la France qui est la première à instaurer cette loi. Il y a un certain nombre de travaux, en particulier au niveau de l'ONU, pour faire peut-être un jour un traité sur ces questions. Chez Ecofi, justement, précisément, comment dialoguez-vous avec les entreprises sur ce point précis? Alors nous avons fait comprendre aux entreprises que nous attendions pour les rapports concernant l'année 2017 pas mal de choses sur le devoir de vigilance. Et puis nous avons insisté sur un certain nombre de points qui nous paraissent essentiels. Combien de contrôles ont été effectués? Quels sont les taux de conformité sur ces contrôles? Et puis est-ce qu'il y a eu vraiment un accent mis sur les pays les plus à risque, de façon à ce qu'on ne saupoudre pas tous les contrôles, mais qu'on commence par les prioriser en allant sur les pays les plus risqués. On l'a compris, Pierre Valentin, chez Ecofi, on est donc vigilant sur ce devoir de vigilance. Merci, vous restez avec nous dans un instant. Le grand format, on s'intéresse à la responsabilité sociétale de l'entreprise. À tout de suite. Le grand format se consacre ce mois-ci à la RSE, la responsabilité sociale de l'entreprise. On en parle avec mes deux invités, Pierre Valentin et Pascal Bossan. On démarre avec vous, Pascal. La RSE, responsabilité sociale de l'entreprise, qu'est-ce que c'est exactement? C'est un concept dans lequel l'entreprise intègre dans sa feuille de route, dans sa mission, des critères autres que des critères économiques, tels que l'aspect social, environnemental ou éthique, et ce, de manière absolument volontaire. Quelle en est l'origine, Pierre Valentin, de cette RSE? Il faut remonter jusque dans les années 50, apparemment. Oui, effectivement, c'est à cette époque-là qu'un certain nombre de managers américains se sont intéressés à cette question de l'action de l'entreprise, de son impact sur la société en général. Ils ont promu cette pratique et ils se sont aussi aperçus que plus l'entreprise prenait d'engagement et d'action dans ce domaine, plus il y avait de motivation à l'intérieur de l'entreprise et aussi plus l'entreprise pouvait être profitable. C'est vrai qu'il y a deux facteurs qui peuvent expliquer aussi cette montée en puissance de ces sujets-là, de la responsabilité sociale de l'entreprise. On a la prise de conscience finalement assez récente de tous les défis du XXIe siècle que nous avons à relever, y compris le défi climatique et environnemental. Et également le positionnement du consommateur qui est devenu plus critique vis-à-vis de l'entreprise et qui demande plus à l'entreprise, notamment une démarche durable et constructive. Aujourd'hui, Pascal, justement, où en est-on? Est-ce que cette démarche RSE est intégrée par toutes les entreprises? Alors par toutes, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un mouvement absolument certain et absolument fort, franc et massif que l'on voit dans les entreprises de toute taille. Des exemples, justement, on voit ça avec vous, tout d'abord dans les grandes entreprises, Pierre. Oui, le mouvement de la RSE, il est surtout un mouvement de grande entreprise pour des raisons de loi, de réglementation, puisqu'il y a une obligation qui est faite à ces entreprises de plus de 500 salariés de faire un rapport sur le sujet. Cela dit, il faut regarder les initiatives aussi des petites entreprises, mais parmi les initiatives des entreprises en général, je voudrais citer le 1% pour la planète. C'est une initiative prise par un grand nombre d'entreprises à travers le monde, et qui consiste à donner 1% du chiffre d'affaires à des associations qui œuvrent dans le domaine de l'environnement. Des entreprises, des consommateurs, des organismes à but non lucratif participent à cette initiative. Et ce n'est pas la seule, on a également, dans le domaine social et de gouvernance, le B Corp. Expliquez-nous ce concept. Alors B Corp, ça veut dire Benefit Corporation.
Au départ, c'était un statut qui a été créé dans certains États américains pour des raisons purement juridiques. Et puis peu à peu, ça s'est étendu, c'est devenu une certification, un label, c'est-à-dire que toute entreprise dans le monde peut candidater au label B Corp. C'est une certification qui repose sur des engagements RSE particulièrement forts et surtout sur des engagements qui sont pris d'une façon participative. Donc il faut que les salariés soient associés au mouvement. Et devenir B Corp, c'est relativement facile, puisqu'en tout cas, 50 entreprises en France ont réussi à le faire. Il n'y a pas d'obstacle particulier, il y a un questionnaire. Il faut avoir un bon score. Donc, quand je dis que c'est facile, c'est un peu un résumé, parce qu'il faut quand même des engagements RSE suffisamment forts et sincères. Ouais, plus de 200 questions sur lesquelles il faut répondre. On peut citer Camif, Ulule, Les Deux Vaches, Nature et Découverte, ou encore Léa Nature, donc, qui participe à ce mouvement B Corp. Enfin, on a une actualité, alors ça, là, pour le coup, pour une grosse entreprise, c'est Danone qui vient d'avoir une initiative particulièrement intéressante. Oui, Danone a pris une initiative qu'on peut qualifier de révolutionnaire. Elle va distribuer à chacun de ses salariés, 100 000 salariés, une action qui donnera donc une voix. C'est le programme Une action, une personne, une voix. En plus de cela, ces salariés seront associés à la détermination du projet stratégique 2030 de Danone, projet qui prendra en compte les objectifs du développement durable de l'ONU. Voilà, alors avec Danone, on est évidemment dans le CAC 40, dans les très grosses entreprises, mais la RSE, ça peut également être possible dans les toutes petites entreprises. Vous en êtes l'exemple, Pascal Bossan, puisque chez Bossan Conseil, vous avez mis en place ces principes et vous appliquez cette méthode RSE. Oui, je pense que de manière générale, c'est beaucoup une question de volonté de la part du dirigeant que de mettre en place cette démarche RSE au quotidien. Nous, pour donner quelques exemples, on a commencé par bannir les bouteilles d'eau en plastique de nos bureaux. On a continué en faisant attention à nos fournitures. Aujourd'hui, 50% des fournitures qu'on achète sont écologiques. Autre exemple, on fait un don à hauteur de 0,5% de notre chiffre d'affaires à une association qui transforme les toits de Paris en jardin potager, qui s'appelle Veni Verdi. Et c'est vrai qu'à notre échelle, c'est déjà un premier pas qui est fait. Et ce qui est intéressant dans cette démarche, c'est aussi le fait de fédérer les équipes, le fait de ne pas être tout seul en tant que dirigeant, mais aussi d'emporter ce mouvement. Ça, je trouve que c'est intéressant. Et voilà, et de mesurer aussi l'implication des salariés qui est évidemment décuplée. Quel est le lien entre RSE et ISR? Ça fait beaucoup d'acronymes. Alors, responsabilité sociale de l'entreprise et investissement socialement responsable, Pierre Valentin. Alors le lien est évidemment très étroit, puisque ce que demande l'investisseur lorsqu'il fait de l'ISR, de l'investissement socialement responsable, c'est que les entreprises dans lesquelles il investit soient engagées dans une démarche de RSE. Donc on retrouve les mêmes concepts, si ce n'est que l'ISR a cherché, je dirais, un petit peu à modéliser l'approche en utilisant les trois catégories, environnement, social, gouvernance, et en définissant une multitude de critères de façon à pouvoir mesurer la démarche RSE de chaque entreprise dans lesquelles l'investisseur investit. Pascal, on termine avec vous justement, ces produits ISR, où est-ce qu'on les trouve? Vous êtes cabinet en gestion de patrimoine, vous proposez ce type de produits. Alors où peut-on les trouver? Comment les mettons en portefeuille? Ce qui est intéressant, c'est qu'il est beaucoup plus facile aujourd'hui qu'il y a 10 ans de trouver ce type de solution d'investissement dans une épargne salariale, dans un contrat d'assurance vie, dans un PEA, dans quasiment tous les produits d'épargne classiques qu'on peut utiliser dans la gestion de son patrimoine. Est-ce que vos clients sont demandeurs ou est-ce qu'il faut être prescripteur justement quand on présente ces produits? En fait, ils sont assez peu demandeurs parce qu'ils ne savent pas encore que ça existe. Donc, il ne faut pas hésiter à être prescripteur et à apporter de la pédagogie sur ce sujet. Merci Pascal Bossan. Je rappelle que vous êtes conseillère en gestion de patrimoine et présidente donc de Bossan Conseil, une entreprise, on l'a vu, impliquée dans la RSE. Merci également à Pierre Valentin, Fabrice, président du directoire d'Ecofi Investissement. Tout de suite, la prochaine rubrique, le vrai-faux de l'ISR. Dans le vrai-faux de l'ISR, on déconstruit chaque mois une idée reçue avec notre expert Cesare Vitali. Bonjour. Bonjour Fabrice. Vous êtes responsable de l'ISR chez Ecofi Investissement. Alors Cesare, les données de l'entreprise ne sont pas fiables, voilà l'idée reçue du jour. Mais tout d'abord,
Qu'est-ce que sont ces données ESG? Les données ESG, environnementales, sociales et de gouvernance, permettent d'analyser les niveaux des responsabilités sociales et environnementales des sociétés. Ces données servent donc à comprendre les impacts des sociétés sur l'environnement, mais aussi la qualité des relations entre les sociétés et les parties prenantes, comme par exemple les salariés, les clients, les fournisseurs et les communautés locales, à travers des indicateurs concrets. Les données ESG sont donc la matière première utilisée par les investisseurs responsables, comme Ecofi Investissement, qui les utilisent pour comprendre le niveau des responsabilités sociales et environnementales des sociétés. Alors, pouvez-vous nous donner des exemples concrets de ces données ESG? On peut classifier les données ESG en deux catégories. Il y a les données liées aux politiques et les données des performances. Les données liées aux politiques analysent les procédures internes des sociétés concernant leurs responsabilités sociales. On peut citer par exemple l'extension de la politique, son niveau d'application, les niveaux des responsabilités et la présence des certifications. Par contre, les données des performances sont plus quantitatives et focalisées sur l'impact direct créé par les sociétés et sur les résultats obtenus. On peut citer par exemple les niveaux d'émissions de CO2 émis par les sociétés, les taux d'incidence des salariés, les heures de formation fournies pour les salariés, les taux des femmes au niveau 4 et beaucoup d'autres. Alors ça fait beaucoup de données justement. Comment trouvez-vous ces données? Quelles sont les principales sources de données ESG? Les sociétés elles-mêmes sont les sources principales des informations concernant leur performance extra-financière. En effet, depuis plusieurs années, les sociétés sont de plus en plus habituées à communiquer aussi concernant leur performance extra-financière. Il faut savoir, par exemple, que parmi les 5000 plus grandes sociétés au monde, 75% publient un rapport du développement durable. Ce pourcentage est plus élevé pour les secteurs qui ont les impacts sociaux et environnementaux potentiellement plus négatifs, comme par exemple les secteurs des énergies fossiles et les secteurs miniers. Plus de 4000 grandes entreprises donc, qui publient ce rapport, mais est-ce suffisant? Pour avoir un niveau approfondi des connaissances concernant un profil ESG, il n'est pas suffisant d'utiliser seulement les données fournies par les sociétés ou les agences de notation. C'est pour ça qu'Ecofi Investissement compare ces données avec celles fournies par les parties prenantes externes des sociétés, comme par exemple les ONG, les syndicats, les associations, les médias, avec les buts d'avoir une analyse impartiale et complète. Quelles sont les obligations pour ces sociétés en termes extra-financiers? Le contexte légal a évolué ces dernières années, surtout grâce à la directive 95 de 2014 de l'Union européenne, qui a rendu obligatoire pour toutes les sociétés européennes qui ont plus de 500 salariés la publication d'une déclaration extra-financière. En 2017, la France a transposé la directive et donc les grandes sociétés françaises seront obligées à partir de 2018 de publier un rapport concernant en particulier 4 thématiques extra-financières. Il y aura la partie sociale, la partie environnementale, une partie focalisée sur la lutte contre la corruption et les droits de l'homme. Selon la directive, les sociétés pourront choisir sur quelle thématique communiquer sur la base du principe de matérialité. En conclusion, Cesare, est-ce que les données des entreprises sont fiables? Oui, de plus en plus. En particulier grâce au fait qu'il existe aujourd'hui des standards de comptabilité sociale de plus en plus avancés, comme par exemple le Global Reporting Initiative, qui permet aux parties prenantes de comparer les impacts de différentes sociétés. En outre, les sociétés font de plus en plus appel à des compagnies pour certifier leurs éléments ESG. Oui, bien sûr. Il faut savoir, par exemple, que parmi les 5000 plus grandes sociétés au monde, 45% font certifier leur rapport du développement durable. Cette donnée va sûrement augmenter grâce à l'application de la directive 95 de l'Union européenne qui demande aux sociétés de faire certifier la conformité de la déclaration extra-financière et la sincérité des données par un organisme tiers indépendant. Ouais, on l'a compris donc, les données des entreprises sont de plus en plus fiables. Cesare Vitali, merci. Merci Fabrice. Ainsi s'achève ce numéro d'Actifs pour le futur. On se retrouve dès le mois prochain pour une nouvelle émission.